On se retrouve pour une nouvelle rétrospective manga. J'ai bel et bien l'impression que vous êtes de plus en plus nombreux à répondre présent de vidéo en vidéo. Et j'en suis plutôt content vu le temps que j'accorde à son écriture, quitte à délaisser d'autres vidéos, voire des lectures de manga. Il faut dire qu'en vrai, j'ai très peu de temps libre pour cela, mais je me fais toujours une joie de travailler dessus sur mon téléphone à la moindre occasion. Je ne vous compte pas les fois où je me suis endormi dessus alors que je pensais pouvoir m'y atteler la nuit. Le truc, c'est que ça me passionne de parler manga et de me projeter des décennies en arrière. Parfois, ça remet de l'ordre dans mes souvenirs et d'autres fois, j'apprends des choses que j'ignorais. C'est passionnant, mais ça me frustre aussi car j'aimerais vous livrer tout ça avec plus de régularité. Fort heureusement, je ne vous ai jamais habitué à cela, donc tout va bien. Générique. Nous en sommes aux années 2000 et on ne perd plus de temps en enchaînant tout de suite avec Nausicaa et la vallée du vent. Tout le monde connaît Hayao Miyazaki pour ses films des studios Ghibli et un peu moins pour son manga, du moins le seul édité en France, considéré comme un chef-d'œuvre par certains. Je ne pourrais pas appuyer là-dessus n'ayant pas encore lu l'intégralité de la série, que j'ai pourtant en ma possession. Je peux tout de même vous faire un petit topo, même si les thèmes, j'en suis sûr, vous seront familiers. C'est l'histoire d'une jeune princesse d'un petit pays dans un monde dévasté par la pollution. Des insectes géants protègent les forêts immenses qui dégagent des miasmes toxiques. Insectes géants avec qui elle semble avoir des atomes crochus. Puis la guerre va poindre le bout de son nez afin d'honorer l'alliance de son pays avec le grand empire voisin. Elle va prendre la place de son père et partir à la guerre. Ce qui est sûr, c'est que c'est une œuvre marquante du mangaka qui en réalisera le film d'animation très réussi des studios Ghibli et dont on retrouvera de nombreux thèmes dans ses autres œuvres empreintes d'écologie entre autres. En 2000, il y a Dark Angel de Asamiya Kiya. Alors donc l'auteur de Silent Mobius qui paraîtra en 2003 chez nous. Et pour vous donner une référence plus récente, c'est également l'auteur de POP. Voilà, édité chez Nové Graphics. Mais dans Dark Angel, nous ne sommes pas dans un univers de science-fiction, contrairement aux deux séries que je viens de vous citer. On est dans une histoire de voyage initiatique avec un jeune disciple qui, après avoir battu son maître à l'épée, doit se rendre à l'Empire du Centre afin d'être consacré Genzei. Bien sûr, il aura fort à faire sur la route au gré des rencontres. J'avais bien aimé à l'époque, c'était un pote du collège qui m'avait prêté le tome 1. Après, je n'ai jamais eu l'occasion de lire la suite. En 2000, c'est également Phoenix de Osamu Tezuka, la dernière œuvre faramineuse d'Osamu Tezuka. Elle ne m'avait pas autant accroché que La vie de Bouddha, pourtant les avis sont dithyrambiques sur ce titre. Apparemment, le mangaka n'a pas eu le temps de la finir, comme d'autres de ses œuvres d'ailleurs, car Tezuka travaillait sur plusieurs séries en même temps. Comme chacun d'entre nous, qui portons Tezuka en haute estime, j'attends beaucoup de la future réédition de Delcourt Tonkam dans sa collection Prestige. Un titre qui se fait désirer par ses nombreux reports car il semble être très compliqué de compiler tous les travaux autour de cette licence car Delcourt Tonkam a le projet d'enrichir cette licence avec de nombreux inédits pas présentes lors des premières éditions françaises. À savoir que les ayants droit, donc Tezuka Productions, sont très pointilleux et plus spécifiquement en ce qui concerne cette œuvre majeure de Tezuka. Phoenix renaîtra de ses cendres a priori le 29 juin 2022. En 2000, on a le droit au grand format de Gun. Il sera proposé à l'unité, mais aussi dans un grand coffret très recherché aujourd'hui. Cette édition était enrichie de nombreux bonus avec des esquisses et autres storyboards, mais il faut reconnaître qu'elle a aussi très mal vieilli. Et de par son sens de lecture français, son papier et son ancrage qui ne rendent vraiment pas justice à la licence. Perso, je ne serais pas contre une réédition de ce format-là avec son coffret, bien que la série est aujourd'hui disponible en numérique et bénéficie déjà d'un grand format sur la taille de votre tablette. En 2000, c'est également Narutaru. Cette licence aura fait polémique lors de sa sortie, du moins elle aura presque évité de le faire. La première édition sera abandonnée au bout de 2 tomes, car l'éditeur Glénat redoutait le pire. Comme beaucoup d'éditeurs, ils achètent les licences alors que seul un tome est sorti au Japon. Alors, dès le second tome, le récit s'assombrit. Et de ce que j'ai compris, c'est à la lecture du tome 6 que Glénat a pris peur et a décidé d'interrompre la parution au bout du tome 2. De mémoire, c'était une histoire de classification car la couverture, que je trouvais d'ailleurs très réussite dans cette première édition, a dû attirer un trop jeune public à lire ce manga, classé en tant que seinen au Japon et non pas shonen,
comme quoi parfois ça a son utilité. Donc pas du tout destiné à la même tranche d'âge en ce qui concerne les mignonneries. Ce qui ressemblait à des petites mascottes toutes kawaii se révéleront être des dragons sanguinaires. Voilà, c'est une œuvre plus sombre qu'elle n'y paraît au premier abord, mais en vrai, pour tous ceux qui ont lu Bokurano, ils reconnaissent l'auteur réputé pour la violence de ses récits et de ses personnages un tantinet retors. En 2000, c'est aussi Exation. On retrouve le mangaka de l'impactante série Guns with Cats, sauf que cette fois-ci, Kenichi Sonoda met en scène du robot géant contre des extraterrestres. C'est clairement une alternative à Evangelion, beaucoup plus léger, mais toujours efficace dans ses scènes d'action. En 2000, il y a Seraphic Feather. Alors je ne peux pas vous en parler plus que ça, car c'est un titre qui ne m'a jamais vraiment interpellé. Pas suffisamment pour que je puisse avoir envie de le lire. Je pense que c'était la même chose pour beaucoup d'entre nous, puisqu'abandonné une première fois au bout de 4 tomes avec Manga Player, puis au bout de 9 tomes par Pika, alors qu'il en comptait 11 au Japon. Pour info, même aux États-Unis, la série a été abandonnée au bout de 6 tomes, donc bon, ça sent un peu le caca quand même, mais il fallait le préciser. En 2000, il y a aussi Zetsuai 1989. Je prends le temps de m'arrêter sur cette licence, éditée par Tonkam, car il me semble que c'est le premier yaoi sorti en France. On parle d'un titre qui met en avant les relations amoureuses entre hommes. Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est qu'il est l'ambassadeur du genre en France. Voilà. Autant avant il n'était pas question que je le lise, autant aujourd'hui je serais curieux de découvrir la licence, ne serait-ce que pour son apport culturel et historique. En 2000, il y a X de Clamp. Alors je reviens sur ce shoujo de Clamp qui traite de la fin du monde à venir. On y retrouvera, entre autres, parmi la multitude de personnages tous plus stylés les uns que les autres, les protagonistes de Tokyo Babylone. Soit pour sauver la planète, soit pour la détruire. Et rien que pour ça, c'est une merveille. Une grosse ombre au tableau, cette œuvre restera inachevée jusqu'à aujourd'hui. En 2000, c'est également You Are Under Arrest. Déjà édité en 1999 avec Manga Player, il fait peau neuve en 2000 avec Pika et diffusé en animé à la même année sur France 2. Ce manga mettait en évidence 2 policières de choc dont l'action laissait une grande place à l'humour. En 2000, il y a Hit, une énième licence de Ryoshi Kegami sur les Yakuza dont le personnage principal déborde de sex appeal tout en restant un homme dangereux qui renforcera ses rangs à coups de poing dans la gueule. C'est un peu l'ancêtre de Sunken Rock. Voilà. Le premier étant sorti au Japon en 1999 alors que le second sera sorti en 2006. Mais hélas, il n'aura pas connu le succès escompté chez nous car la parution a été abandonnée au tome 12 alors que la série en compte 17. Est-ce que c'est par un manque de public ou juste que la maison d'édition ne pouvait plus assumer l'œuvre? Je n'en sais rien. Certainement, c'est un peu des deux. Encore un mangaka que j'affectionne particulièrement qui est maudit chez nous. Néanmoins, c'est un titre qui pourrait être édité par Glénat et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un manga de Mal Alpha. 2000, c'est Blame. Alors, je suis longtemps passé à côté. Souvent, il aurait été entre mes mains afin que je le feuillette, mais je n'ai jamais été conquis par la proposition artistique de l'œuvre. Et je peux vous le dire aujourd'hui, c'était une bien belle erreur. Car lorsque la Deluxe a été éditée par Glénat et qu'elle est sortie, je suis totalement tombé sous le charme du manga, mais aussi du mangaka, que je trouve aujourd'hui fascinant. Bien sûr, ce n'est pas une licence facile d'accès, mais une fois dedans, c'est du caviar. Voilà, une œuvre qu'on peut lire et relire à l'envi et qu'il faut relire ne serait-ce que pour prendre le temps de s'attarder sur les planches qui sont riches en détails architecturaux et d'une poésie certaine d'un monde apocalyptique dont on tourne trop rapidement les pages lorsqu'on est pris par le rythme effréné du récit, qui nous prend jamais par la main afin que nous explorions nous-mêmes ce monde où le danger est omniprésent et les scènes d'action des plus jouissives. Je considère aujourd'hui cette œuvre comme un chef-d'œuvre. Voilà. En 2000, il y a Legend of Lemnir, œuvre de fantasy ecchi dont l'auteur Satoshi Utushihara a le secret pour déshabiller ses héroïnes en pleine scène d'action. D'ailleurs, il était très en vue dans ce domaine à qui l'on devra des licences comme Plastic Little et Shiralty. J'ai encore souvenir de mon petit moi en train de reluquer la plastique des illustrations du monsieur. Le dessin me charmait beaucoup à l'époque. Mais c'est surtout un homme qui aura collaboré à un bon nombre de projets d'animation. Je ne vous cite que ceux que je connais comme Bubblegum Crisis, Akira, Senseiya avec le film Abel, Crying Freeman, Bebop High School, Plastic Little et j'en passe. En 2001, Bleu Indigo. Je n'ai ni lu le manga, ni vu l'animé. Cela semble être une rom-com bien ecchi, bien harem.
Je suppose qu'on peut s'attendre à une histoire plus mature que ce que propose un shonen du Jump par exemple. Et étrangement, je n'y crois pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. En 2001, il y a Kamikaze. Alors, c'est l'auteur de Riot, manga édité en format BD, mais aussi le dessinateur du spin-off de l'Attaque des Titans Before the All. Je n'ai pas plus lu que Riot, donc je ne pourrai pas vous en dire plus, hormis que cette licence ne sera pas abandonnée comme le fut Riot. Je vous laisse jeter un coup d'œil si vous souhaitez avoir plus d'infos, et si vous souhaitez partager votre avis sur cette licence, vous pouvez laisser vos commentaires. En 2001, Monster de Naoki Urasawa. Je me revois à la librairie de Tonkam lorsqu'un des vendeurs me conseillait fortement de prendre cette nouveauté qui était Monster, de cet illustre inconnu qui était pour nous, pour moi, monsieur Naoki Urasawa. Je me souviens que je le regardais un peu sceptique après avoir pris le temps de feuilleter le tome. Puis clairement, j'ai tenté et je n'ai pas été déçu. Le style de ce manga quelque peu atypique, sa narration qui joue avec les codes du thriller, c'était du jamais vu. Et je suis tombé sous le charme de la licence dès ce premier tome. C'est l'histoire du docteur Tenma, brillant chirurgien qui se retrouvera tranché entre sauver la vie de 2 enfants ou sauver en priorité le maire de la ville. Suite à sa décision, une question se pose, a-t-il fait le bon choix avec le risque d'avoir sauvé un monstre? Les notions de bien ou de mal, de bonne ou de mauvaise personne donnent du sel aux personnages qui pour la plupart ne sont même pas japonais car l'histoire se déroule principalement en Allemagne, ce qui fait également son originalité. Vous pouvez retrouver aujourd'hui cette licence dans une jolie édition de luxe proposée par Kana, très fidèle à la version japonaise. 2001, c'est aussi Dragon Head. C'est peut-être une des licences les plus rééditées par Pika et pourtant j'ai pas souvenir d'avoir lu plus que les 3 premiers tomes, qui nous proposaient une ambiance assez anxiogène. Nous retrouvions 3 jeunes survivants d'un accident de train emprisonnés dans le noir, certainement dû à un éboulement, seulement l'obscurité joue un rôle primordial, pouvant mener jusqu'à la folie l'un d'eux. Un très bon huis clos qui jouit d'une nouvelle édition chez Pika Graphics, mais dont je ne connais toujours pas la finalité du récit. En 2001, c'est également Vagabond. C'était le grand retour de Takehiko Inoue, donc l'auteur de Slam Dunk pour les incultes, dans un genre totalement éloigné de sa première œuvre, celui du Ronin. Il se sera largement et avec certaines libertés inspiré des romans La Pierre et le Sabre ainsi que de La Parfaite Lumière du romancier Eiji Yoshikawa, qui comptait la vie de Miyamoto Musashi, mais romancé bien sûr. C'est un titre que j'ai toujours acheté le premier jour de sa sortie, jamais déçu, toujours charmé par la virtuosité du mangaka et qui n'a pas arrêté de me surprendre à travers cette œuvre. Le petit hic, mais qui doit empêcher personne de commencer la série, c'est qu'elle est toujours en cours après plusieurs années de pause. Aujourd'hui, la licence compte 37 tomes, mais contrairement à beaucoup, moi je ne perds pas la foi. Dès que Inoue Sensei se sentira prêt à reprendre la plume, je serai là. Le truc, c'est que l'évolution du personnage de Musashi demande de puiser dans les ressources du mangaka. Il faut laisser le mangaka trouver sa voie. Il faut savoir qu'en parallèle de ce titre, Inoue travaillait également sur une autre série qui traitait du handi basket. Il a repris depuis peu cette licence avec la sortie de l'excellent tome 15, ce qui inaugure pour moi que du bon. Une preuve de maturité qui se répercutera forcément sur Vagabond. 2001, c'est également Zero One. C'est le premier titre de Hiroya Oku paru chez nous qui hélas sera stoppé par le mangaka au bout du 3e tome car il n'aura pas trouvé son public. Une incompréhension pour moi à l'époque tellement j'avais apprécié le titre. Ça parlait d'un jeune garçon qui va se faire remarquer lorsqu'il va jouer à un jeu de baston où on contrôle un alter ego en image de synthèse. Fort heureusement, le mangaka ne tardera pas à faire parler de lui d'ici peu avec la sortie de Gantz. En 2001, c'est également Psychometer Edgy. Voilà une œuvre qui aurait pu être sympa de découvrir. Pour le coup, j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser. Personne n'est parfait. Petit topo quand même, c'est l'histoire d'un garçon qui a le don de psychométrie et en touchant un objet ou une personne, il en absorbe la mémoire ou les pensées. C'est une œuvre en 25 tomes dessinée par le mangaka à qui l'on devra Mayomiro. Je vous laisse prendre le temps de commenter si vous l'avez lu ou que vous le possédez dans votre mangatech. Et si ce titre vaut le coup. Je crois que la licence n'est plus commercialisée par Kana, il faut donc se procurer la série sur le marché de l'occasion. En 2001, il y a Maison Ikoku
Oui, c'est un seinen et non un shoujo comme on pourrait le penser après avoir baigné avec les diffusions télé de Juliette je t'aime. Cet animé est l'exemple parfait des titres qui enfants nous semblaient être pour les filles mais qui au fur et à mesure nous apprenions à les apprécier. Si au début on restait devant, c'était en attendant le prochain épisode de Dragon Ball ou autre Nicky Larson, enfin je dis ça au pif, puis par la suite c'était vraiment pour ce dessin animé là que nous étions là. Ça a été la même chose pour plein d'autres titres provenant de la 5 ou du Club Dorothée, je pense à Jeanne et Serge, Lucie l'amour rock'n'roll, Georgie, Gigi, Sailor Moon et j'en passe. En vrai, ma génération est tombée dans le shoujo sans même le savoir. Seulement, Juliette je t'aime, enfin Misson et Koku, se révèle être un seinen. Et en toute honnêteté, la lecture de cette œuvre apporte une redécouverte de la licence. D'abord, il n'y a plus la censure. Ça ne boit plus du jus de fruits, mais bien de l'alcool. Et les voisins sont encore plus louches qu'ils n'y paraissaient lorsque j'étais plus jeune. Bref, c'est une romance avec des gags et des vrais dialogues pour grands, même si c'est d'une autre époque. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un petit topo ? Je vous laisse faire vos recherches, à savoir qu'en 2001, on parle d'un grand format en 10 tomes chez Tonkam qui sera réédité en format simple en 2007 pour enfin nous proposer une perfecte édition chez Delcourt Tonkam et toujours en 10 tomes. Je m'étais procuré les 7 premiers tomes de la perfecte qui aurait vraiment dû s'appeler Star Edition, qui d'ailleurs proposait des covers que je nommerais aujourd'hui de canahuesques. Bon, malgré l'apport d'une nouvelle traduction, j'ai tout revendu pour investir dans la première édition qui correspondait beaucoup plus à mes attentes. En 2001, Red Ice. Aujourd'hui, j'en ai entendu bien. Alors qu'hier, cela ne me disait rien, puisque je n'ai même pas lu le premier tome. Après, ça n'aide pas de s'y intéresser aujourd'hui, puisque cette série fait partie des licences dont Panini a abandonné la parution au bout de 14 tomes. Alors que la licence est toujours en cours au Japon, sachant que le tome 26 est sorti pas plus tard que le 17 mars 2022. Alors, est-ce que Panini prévoirait une réédition à la Eden de ce manga, sachant qu'il est toujours en cours et qu'il reste tout de même assez méconnu déjà de par son mangaka, Jun Shindo, contrairement à celui de Sido par exemple. Je vous paraphrase le site Notigion qui définit le manga ainsi. Le monde violent de Red Ice étant à lui tout seul un personnage à part entière, Grant Miles, aussi connu sous le nom évocateur de génocide, s'est enfui de la prison où il avait atterri suite à la trahison de ses compagnons d'armes. Désespéré et fou de rage, le condamné laisse exploser la colère le jour de son exécution et réussit à s'échapper. À présent qu'il est libre, il est bien décidé à se venger de ses anciens camarades. Le dessin agressif de Jun Shindo colle parfaitement à cette épopée fantastique, sans doute une des plus dures du panorama nippon actuel. Âme sensible, s'abstenir. Alors si ça envoie pas du rêve, on croise les doigts. En 2001, Genzo le marionnettiste. On retrouve le mangaka de 3-3 Ice dans une petite série en 5 tomes. J'ai gardé le souvenir d'avoir lu les premiers chapitres en prépublication dans le magazine Manga Player. Et je ne sais plus trop ce que j'en ai pensé, mais de passer d'une série de 40 tomes avec 3-3 Ice à Genzo le marionnettiste en 5 tomes, ça fait bizarre. Vous connaissez la chanson, si vous l'avez eu ou le possédez, n'hésitez pas à nous le dire si la série vaut le coup même en 5 tomes. En 2001, il y a le cheminot. On retrouve le mangaka de Mother Sara, Takomi Nagayasu. De souvenir, j'avais trouvé ce one-shot très touchant, mais en toute honnêteté, aujourd'hui, j'en ai plus vraiment de souvenirs. Et je viens de découvrir, en préparant cette vidéo, qu'il y a une version de luxe. D'ailleurs, dans les deux éditions, un autre récit, Love Letters, ou Lettres d'amour, est disponible, en plus du one-shot, le cheminot. Je ne vous fais pas de topo, faites-moi confiance, c'est un joli recueil de l'auteur. À cheval sur 2001 avec Kirara et 2002 avec Haiti et Kagome Kagome, qui sont des œuvres de Yui Toshiki. Je vous ai déjà parlé de ce mangaka à l'instar de Bushi Terasawa. Il se sera spécialisé dans les dessins assistés par ordinateur. Il est clairement un des précurseurs du manga numérique qui aura formé Oroya Oku. Alors qu'il souhaitait relancer sa carrière, il sortira par la suite Zero One avec ses nouvelles techniques. Yui Toshiki est d'autant plus reconnu pour ses mangas hentai ainsi que ses artbooks sexy. Je me suis procuré toutes les œuvres dites seinen du mangaka entre mes deux vidéos rétro-seinen. Et ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est qu'en lisant le début de Kagome Kagome, qui a certes pris un petit coup de vieux, je lui ai trouvé quelques ressemblances avec Dan Dadan. Oui, rien que la dernière tuerie de la Shueisha. Bien sûr, je mets ça sur le compte paranormal de l'œuvre. En 2002, il y a
Parasite. Beaucoup d'entre vous ont vu l'animé ou lu la réédition de cette œuvre qui offre un véritable revival de la licence auprès du public français et qui à juste titre s'inscrit comme un classique du genre. On ne manquera pas de relever les clins d'œil à la licence dans le manga Jagan, mais on pourrait en citer d'autres, où un parasite entre en symbiose avec son hôte ou qu'il se localise sur son bras droit. On peut aussi catégoriser ce manga comme un game changer, comme l'a été la saison 3 de JoJo avec l'apparition des stands. Donc on a un héros qui cohabite avec un parasite. J'utilise pas le mot symbiote, sinon ça va nous renvoyer directement à Venom, l'un des antagonistes les plus charismatiques de l'univers de Spider-Man. Mais ce n'est pas exactement ça qui fait la différence avec les autres œuvres du genre, mais bien l'approche philosophique du titre. On parle d'un manga où on voit évoluer le personnage principal d'adolescent à l'âge adulte, et tout ça dans une ambiance un peu rétro des années 90. En 2002, c'est également 20th Century Boys. En parallèle à Monster, on découvre la dernière série de Naoki Urasawa qui nous transporte dans une toute nouvelle narration qui pourrait nous laisser penser au film Ça, adapté du roman de Stephen King. Un nouveau thriller aux antipodes de Monster, mais mettant en scène un antagoniste encore plus mystérieux avec le prénommé Ami qui serait responsable de la fin du monde. Urasawa nous trimballe dans des ellipses temporelles assez déconcertantes tout en sachant jouer avec le suspense et mettant en scène des personnages avec des caractères bien marqués pour chacun d'eux et ils sont nombreux. Le public français a pu profiter en 2014 d'une version deluxe exclusive à la France éditée par Panini qui se révèle aussi être un format double à l'image de la réédition de 2021 bien que celle-ci se soit fortement inspirée de la version japonaise. En 2002, il y a Quartier lointain, considéré comme le chef-d'œuvre de Jiro Taniguchi en France. Je ne compte plus le nombre de rééditions de ce titre chez Casterman. D'ailleurs, ça doit jouer au coude avec son autre grand chef-d'œuvre qui est Le Sommet de Dieu. Ces deux œuvres seront d'ailleurs adaptées au cinéma. L'un en live action réalisé et joué par des Français. Je vous fais le petit topo, c'est l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu connaissance, se retrouve dans son corps d'adolescent dans le passé. C'est alors qu'il va découvrir sa mère et son père, mais peut-il faire quelque chose contre les événements qui vont frapper sa famille? Eh ben vous le saurez en lisant cette œuvre. En 2002, c'est également Seiyukiden, un titre atypique de Terada. On aura eu le droit à seulement un tome sur deux de la légende du roi singe, dont le tome était en full color. C'est seulement en 2021 qu'on aura le droit à une réédition intégrale de la licence chez Pika Graphics. Je disais que le titre était assez atypique parce que la narration l'est. Elle ne te prend pas par la main. Fort heureusement, une préface le fait pour nous dans cette réédition. Puis Terada est plus connu pour ses illustrations. Ce qui fait qu'avec la couleur, on a aussi cette impression de lire un comics. Mais pour ma part, j'ai adoré ma lecture, même si j'ai dû m'attarder sur quelques planches dont certaines peuvent être très violentes, voire explicites. Voilà. Enfin, il faut le reconnaître que le manga n'est pas facile d'accès, ce qui le rend encore meilleur à mon goût. En 2002, il y a Jan, sorti en 4 tomes chez nous, contre 3 au Japon. Je ne peux hélas pas vous en dire grand chose, car je n'ai pas lu cette œuvre. On devine que le récit tourne autour de Jeanne d'Arc, bien sûr. Cela peut être intéressant de voir comment le mangaka a pu traiter ce personnage historique, voir si cela reste fidèle avec ce qu'on apprend dans nos livres d'histoire. Je vous renvoie dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous souhaitez en parler. Pour ma part, j'ai lu le premier tome en médiathèque et ce que j'ai vu, c'est qu'il était en full color. En 2002, The King of Fighters, Zillion. Après Cyber Weapon Z, le manhwa K, Andy Seto revient avec KOF Z. Voilà. Autant je n'ai pas été emballé par Tigre et Dragon, autant j'aurais été intéressé par cette licence, mais pour tout vous dire, je suis passé à côté. Je n'ai découvert son existence qu'il y a 2-3 ans, pour tout vous dire. Et je vous avoue que j'aurais bien tenté de me le procurer d'occasion, mais les prix sont excessivement trop élevés pour que je puisse me le permettre. Et je reste sur un avis très mitigé de Tigre et Dragon, même si les dessins sont top tier. Donc ça aide pas. En 2002, il y a Togari. Alors, j'ai un très bon souvenir de ce manga en 8 tomes, où on voit en fait un assassin de l'ère Edo qui est extrait des enfers, et pour purger sa peine, il devra démolir du démon. En 2002, c'est aussi Inugami. Alors, c'est une série en 14 tomes où l'on retrouve un enfant qui se lie d'amitié avec un chien génétiquement modifié, ce dernier étant traqué par des hommes de main, voire des adeptes de la magie noire. Dit comme ça me fait penser à un mix de Chien Blanco de Jiro Taniguchi et Bao de Araki Hirohiko. En 2002, c'est aussi Taiji Karao. Alors, c'est une série courte en 4 tomes, dont je garde un très bon souvenir aussi. Cela se passe dans un petit village, un lieu où les traditions sont conservées, et il y a une légende qui dit que le masque Kagura peut transformer un jeune homme en dieu. Alors, ces 3 derniers titres sont des séries éditées par Delcourt, et actuellement plus disponibles.
mais il ne doit pas être difficile de se les procurer en occasion sur internet ou de les lire en médiathèque. Pour preuve, elle est disponible dans ma médiathèque. En 2002, Agartha. Alors c'est une œuvre de science-fiction que je n'ai pas lue, bien sûr je suis souvent passé à côté, je n'ai jamais pris le temps de m'y intéresser de plus près, un peu comme Eden. Par contre, j'espère ne pas avoir commis un impair aussi énorme. Après, il y a eu 9 tomes parus au Japon, comme en France, et la série a été abandonnée, donc voilà quoi. On va pas s'attarder plus longtemps sur ce manga. Après, si vous avez des trucs à dire dessus, parce qu'il mérite mieux, n'hésitez pas, vous connaissez le chemin. 2002, c'est aussi Showbiz, une autre œuvre de SF de Clamp, post-X de Clamp. Oui, parce que pour moi, il y a un avant et un après X dans la production de Clamp. J'ai pas pris le temps de lire ce seinen, qui a en fait très bonne réputation. J'ai donc téléchargé le tome 1 afin de me faire mon avis dessus, comme je le ferai pour la licence Trèfle. Je vais vous faire un petit topo. Bateau. C'est l'histoire d'un gars qui fait genre de ne pas avoir besoin de posséder un perso-com, donc un ordinateur à l'apparence humaine, mais c'est surtout parce qu'il n'a pas les moyens de se le payer, jusqu'à ce qu'il en trouve un abandonné près d'une poubelle. Et bien sûr, sa rencontre avec Tichy va changer sa vie. En 2002, Enfer et Paradis, je découvre le mangaka Ogret avec cette licence qui a tout pour me plaire, des combats stylés, des dessins stylés, une édition avec un format à mon goût. Le seul hic, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on n'est plus très sûr de tout comprendre. Il fallait commencer à bien s'accrocher tellement le scénario partait dans tous les sens. Il m'est arrivé de lire et de relire plusieurs tomes pour comprendre la chronologie du truc. Mais vraiment, cette licence était trop stylée avec des persos tellement badass et beaucoup de ecchi. Un très bon manga de baston, même si je me rends compte qu'aujourd'hui, j'oublie souvent de le nommer ainsi. Et pourtant, c'est un putain de beau et bon manga de baston. Mais au scénario, un peu trop décousu. 2002, Strain, une série grand format en 5 tomes qui met à l'honneur le style graphique de Ryoichi Kigami. J'ai beaucoup aimé cette œuvre, toujours dans le registre des Yakuza Mal Alpha, mais avec une ambiance plus noire, plus dark. J'espère également une réédition de cette licence, car si celle-ci a été éditée en intégralité, elle souffre elle aussi avec le temps d'un ancrage de très mauvaise qualité. Voilà, sur ce, j'ai décidé d'écourter cette vidéo, car à partir de 2003, qui est à mon avis un âge d'or du manga en France, où le nombre de sorties annuelles est juste impressionnant, pour vous proposer des vidéos plus digestes, et pour moi avec un soupçon de labeur en moins, le format Rétro Seinen va changer en une vidéo par année, ce qui offrira, je pense, suffisamment de contenu. La question que je me pose encore aujourd'hui, c'est jusqu'à quelle année? Peut-être jusqu'à 2012, pour que ça reste dans le thème d'une rétrospective du manga. D'ailleurs, il est fort possible que je vous propose un hors-série shoujo, car en bossant les Rétro Seinen, je me suis rendu compte que j'en ai bouffé du shoujo rétro. Donc voilà, les rendez-vous sont pris, on se retrouve pour le Rétro Seinen 2003 et un rétro shoujo qui pourrait en intéresser plus d'un. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ciao!